Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. La tension est toujours là à Draguignan autour de la famille du jeune homme tué hier alors qu'il tentait de s'évader. L'auteur des coups de feu, un gendarme, a été entendu par un juge aujourd'hui. Il devrait être mis en examen dans les heures qui viennent. Le grand format ce soir nous emmènera en Afrique du Sud où le pays est confronté à une vague meurtrière de xénophobie. Les victimes sont les immigrants des pays limitrophes. Nous irons dans les townships de Johannesburg. Le palmarès du Festival de Cannes 2008, quel sera le choix du jury présidé par Sean Penn? Le cinéma français attend depuis 21 ans une palme d'or. Entre les murs, entre fiction et documentaire de Laurent Canté a touché la critique hier. Première réaction sur le palmarès à la fin de cette édition. Cap sur l'Euro, les protégés de Raymond Domenech sont à Tignes. Les Bleus lyonnais, vainqueurs de la Coupe de France, vont les rejoindre. Ils sont 30 présélectionnés, ne seront plus que 23 mercredi. Enfin, les premières balles et les premiers résultats à Roland-Garros. Nous retrouverons Patrice Dominguez avec qui nous ferons le point sur les favoris du tournoi cette année. Et une page s'est déjà tournée aujourd'hui avec les adieux du triple vainqueur brésilien Gustavo Kuerten. Voilà pour les titres de ce dimanche. Bienvenue dans cette édition et on commence ce journal par l'une des images du jour. Elle nous vient de Lyon où les supporters ont fêté cet après-midi le deuxième titre de la saison, la Coupe de France que l'OL a remporté hier soir face au Paris Saint-Germain. Les joueurs ont été reçus aujourd'hui à la mairie. Ça faisait 35 ans que les Lyonnais n'avaient pas remporté cette Coupe de France. Dans l'actualité également, les violents orages qui ont touché la nuit dernière et cet après-midi le sud-ouest du pays. De fortes pluies se sont abattues sur les Landes, la Dordogne, mais également sur la région viticole du Madiran, dans les Hautes-Pyrénées. On fait le point ce soir avec Romain Messi. La grêle a laissé des traces. 24 heures après l'orage, ce viticulteur ne peut que constater les dégâts. C'était une vigne qui était quasiment prête à fleurir. Et là, vous pouvez constater qu'il n'y a plus de vigne, plus de raisins. 10 à 20 cm de grêle tombés en quelques minutes hier soir sur cette petite commune et qui ont tout endommagé. Vignes, champs de maïs et même la toiture des maisons. Vous voyez, certaines toitures ont souffert, mais je crois que le plus grave, ce sont les cultures. Et nous sommes en production de semences de maïs. Donc apparemment, tout est détruit. On ne sait pas à ce jour comment on va se rattraper. Dans la région du Madiran aussi, la grêle a fait des dégâts. Ici, sur 1600 hectares de vignes, 40% sont définitivement détruits. Une centaine de producteurs a tout perdu. Il n'y aura pas de récolte en septembre, la récolte a disparu, elle est par terre, quoi. Seul espoir pour ces viticulteurs, que la région soit reconnue comme zone sinistrée pour que les assurances remboursent en partie les dégâts. On l'a besoin. Le gendarme qui a abattu un homme vendredi durant son évasion à Draguignan pourrait être mis en examen pour homicide volontaire. La nuit dernière, 4 véhicules avaient été incendiés dans la caserne de gendarmerie de Brignoles. C'est là-bas que la victime avait été interpellée. Aujourd'hui, le service d'information des armées a fait savoir que les gendarmes ont le droit de faire usage de leurs armes après sommation. Nathalie Jourdan, Jean-Claude Duchesne. Les proches de Joseph Gerdner viennent de voir sa dépouille à la sortie de la morgue, de la colère, des malaises et des larmes. Le procureur de la République de Draguignan avait exceptionnellement autorisé la famille à voir le corps du défunt avant l'autopsie. Une décision d'apaisement dans un climat très tendu. Dès hier soir, le préfet du Var avait fait déployer 150 hommes afin de protéger les casernes de gendarmerie du département. Nous avons pris des mesures de précaution, nous avons été renforcés par des éléments de la gendarmerie mobile et également par des collègues de la police nationale, j'allais dire au niveau départemental. Malgré ces renforts, 4 véhicules ont été incendiés dans la cour intérieure de la gendarmerie de Brignoles. C'est là que Joseph Gerdner avait été interpellé avant son transfert à Draguignan. Depuis le milieu de l'après-midi, le militaire auteur des coups de feu mortels est entendu par 2 magistrats instructeurs à Draguignan. Le procureur de la République a ouvert une information judiciaire. Il a également requis un mandat de dépôt à l'encontre du gendarme. Un souci d'apaisement, par la nécessité également de protéger l'intéressé. Vous savez qu'il a été victime de menaces extrêmement précises et directes. Mais c'est aussi en considération d'ordre public. Vous savez, quand vous êtes du voyage, si vous êtes poursuivi pour avoir volé quelque chose, on vous met plusieurs mois en détention provisoire. Donc là, si aujourd'hui, celui qui est présumé avoir tué l'un des leurs
n'était pas incarcéré, je crois qu'il ne le comprendrait pas. C'est désormais au juge des libertés et de la détention de suivre ou non l'avis du procureur. Il rendra sa décision après la mise en examen du militaire. Celle-ci doit intervenir dans la soirée. Je vous en parlais hier, 3 jeunes issus de régions différentes s'étaient donné rendez-vous jeudi via Internet pour se donner la mort dans une forêt du nord de la France. Ce pacte suicidaire a heureusement échoué. La justice a très vite ordonné la fermeture du forum de discussion sur lequel les 3 jeunes s'étaient rencontrés. Le suicide, même s'il est en baisse depuis quelques années, représente la 2e cause de mortalité chez les 15-24 ans. Pierre Monégier, David Dameda. Suicide écoute, bonjour. La prévention des suicides est une affaire d'écoute. Des bénévoles formés à épauler les personnes en souffrance. J'ai du mal à respirer, ça va pas. Oui. Vous êtes quand même suivi par quelqu'un, un médecin? Libérer la parole et au besoin orienter vers un professionnel. Au bout du fil, des adultes, des personnes âgées, peu de jeunes. Les jeunes aujourd'hui se confient ailleurs, le plus souvent sur des forums internet. Ça leur permet de former peut-être un petit groupe, imaginant peut-être que ça pourrait les aider à sortir de leur situation. Et le côté pervers de la chose, c'est que souvent ils se rencontrent et fomentent ensemble un projet qui peut aboutir à une catastrophe. C'est ce qui s'est passé jeudi dans le nord de la France. Dans cette forêt, des jeunes ont tenté de mettre fin à leur jour. Ils ne se connaissaient pas, venaient de régions différentes, mais s'étaient rencontrés sur ce forum de discussion. À la rubrique suicide, 675 messages. Des mots pour dire son mal-être, d'autres beaucoup plus explicites pour passer à l'acte. L'ordinateur comme confident d'adolescents à problème. Ma mère ne me comprend pas, j'ai essayé d'en parler autour de moi, mes amis en ont marre de me voir si triste. Et finalement, l'ado s'adresse à un interlocuteur virtuel qui est accessible. Et puis qui est très disponible finalement. Il y a 2 ans, 2 adolescentes s'étaient jetées d'une falaise après avoir annoncé leur suicide sur leur blog. Mais le phénomène reste marginal comparé au nombre de suicides des jeunes. Chaque année, 12 000 d'entre eux tentent de mettre fin à leur jour et 600 y parviennent. Les pêcheurs restent divisés quant à la reprise du travail. Certains ont déjà décidé de repartir en mer, par exemple à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée. De nombreuses assemblées générales sont prévues demain matin. Et c'est désormais l'approvisionnement en poissons qui pose problème. Pas de pêche, des camions stoppés. Et c'est toute la filière qui se retrouve bloquée parfois. Exemple à l'île de Ré et à La Rochelle ce matin. Anne Guillet-Épée, Bernard Connor. Seulement quelques kilos de bulots. Ce poissonnier de l'île de Ré est venu au marché, la mort dans l'âme. Depuis 10 jours, il n'a aucune marchandise à proposer. Là, il n'y a rien. Normalement, le marché, il est plein. On est 2 poissonniers. Ici, il y a du monde partout dans les allées. Voilà, c'est fini. Il y a bien les fleurs pour la fête des mères, mais un marché sans poissons se vide de ses clients. Sans les poissonniers, le marché, c'est un sou. S'il manque quelques commerçants, on est pénalisé. On va se venger sur la viande. On va faire des grillades. Ça manque, oui, mais ça ne me gêne pas par rapport au problème de food, quelque part. Ça ne me gêne pas de me priver pour une bonne cause. Sur le quai des Marailleurs, à La Rochelle, aucun camion. Le port est toujours bloqué par les pêcheurs. Pour Frédéric Magne, qui s'est installé il y a 3 mois, cet arrêt est une catastrophe. Ben voilà, ça en est caisse vide et ça fait 10 jours que ça dure. Plus de poissons. Plus de poissons. Je pense qu'on ne tiendra pas 1 semaine de plus. Si les frigos restent vides, ces 8 salariés seront au chômage technique. Les marailleurs espèrent des aides publiques pour les charges et les loyers. Aujourd'hui encore, les bateaux de pêche sont restés à quai. Ce sont 2000 personnes qui se retrouvent sans activité. Et ce soir, le ministre de la Pêche, Michel Barnier, appelle tous les pêcheurs à reprendre le travail. À l'étranger, tout d'abord, la Chine, avec cette nouvelle réplique qui a frappé la province du Sichuan, la plus forte depuis la catastrophe du 12 mai. Elle a entraîné, selon les autorités, l'effondrement de 70 000 habitations. On craint toujours que ces répliques ne fragilisent une nouvelle fois les importants barrages situés dans la région. Il y a 3 semaines, le Liban, souvenez-vous, connaissait un vrai regain de violence. On craignait à nouveau une guerre civile et voilà qu'aujourd'hui le pays semble retrouver une forme de stabilité, certes précaire, mais avec à sa tête enfin un nouveau président. Il s'agit du général Michel Sleiman. Il va avoir la lourde tâche de réconcilier le pays si divisé. Jean-Marc Ilouz. Mohamed El-Hajjar, Rassan Mkhayber.
Les kalachnikovs au vestiaire et des députés votant dans le calme pour donner enfin un président à un Liban qui vient tout juste de frôler une nouvelle guerre civile. Voilà de quoi rassurer les 5 millions de Libanais qui attendaient depuis 6 mois que pro et anti-syriens élisent effectivement cet homme. Michel Sleiman, 59 ans, chrétien maronite comme l'exige la Constitution, patron de l'armée, un homme suffisamment neutre ou fade selon les points de vue pour avoir le soutien de tous. La paix civile est à ce prix. Le plus important, c'est que les Libanais de toutes les communautés recommencent à vivre ensemble, à travailler ensemble, à espérer ensemble. Le président Sleiman a bien sûr lancé un appel à l'unité nationale, mais en insistant sur l'importance des liens avec le voisin syrien et la protection des frontières face à Israël. Grosse satisfaction des représentants de l'Iran et de la Syrie, puissants alliés des milices chiites du Hezbollah. Un Hezbollah plus gourmand que jamais. Après avoir fait la preuve de sa force au début du mois, il a fini par obtenir une minorité de blocage au Parlement. Autant dire que si l'élection du président Slimane rime avec normalisation, il lui restera beaucoup à faire pour qu'elle devienne véritable réconciliation. Manuel Marulanda était le chef historique des FARC. Les autorités colombiennes avaient hier annoncé sa mort. La guérilla l'a confirmé aujourd'hui. Reste maintenant à savoir si cette information, qui affaiblit une nouvelle fois la guérilla, aura une influence ou non sur l'avenir des otages, et notamment celui d'Ingrid Betancourt. Pour ses proches, c'est en tout cas un nouvel espoir. Christian Autain et Philippe Kérou. C'est officiel. Après 40 années de lutte armée, Manuel Marulanda, le chef historique des FARC, est mort. Une information confirmée par la guérilla elle-même. Nous vous informons que notre commandant en chef, Manuel Marulanda, est mort le 26 mars dernier des suites d'une crise cardiaque. C'est un nouveau coup dur pour la rébellion colombienne qui a aussitôt annoncé la nomination d'un nouveau leader, Alfonso Cano. Fondateur des FARC en 1964, Manuel Marulanda avait constitué au fil des ans une armée de 17 000 combattants financés par le trafic de cocaïne et la prise d'otages. Mais depuis l'élection d'Alvaro Uribe en 2002, les guérilleros ont subi de cuisants revers. Raúl Reyes, le numéro 2 du mouvement, a été tué le 1er mars dernier et les désertions se sont multipliées. Le président Uribe affirme que les rebelles seraient maintenant prêts à libérer des otages. Le gouvernement a reçu des appels des FARC dans lesquels certains dirigeants ont annoncé leur intention de se démobiliser et de libérer des otages, dont Ingrid Betancourt. Difficile pour autant de prévoir les conséquences de la mort de Marulanda pour les dizaines d'otages, dont Ingrid Betancourt. Sa famille prudente se veut optimiste. Tout ce qui s'est passé au cours des 2 derniers mois avec les différentes morts, les différentes désertions qui ont existé au rang des FARC, on se dit qu'il y a des bouleversements essentiels en ce moment et il faut que ces bouleversements puissent permettre de trouver des solutions qui permettront la libération des otages. Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères, redoute un assaut de l'armée colombienne contre la rébellion affaiblie. Même privée de son leader historique, la guérilla marxiste et ses 9000 combattants contrôlent encore de larges portions du territoire colombien. Et ce soir, le président Nicolas Sarkozy a déclaré que face à une grave crise de violence xénophobe, ce soir le président Sarkozy a déclaré que des choses se passent en Colombie à propos des otages, mais qu'il faut évidemment faire preuve, je cite, de beaucoup de prudence. Je vous le disais en triste, l'Afrique du Sud doit faire face à une grave crise de violence xénophobe. Le président Mbeki est extrêmement critiqué pour son inaction. Depuis 15 jours, dans les quartiers les plus pauvres, dans les townships, ceux qu'on croyait être des amis sont devenus des ennemis. Les personnes ciblées viennent des pays limitrophes. Le premier bilan fait état déjà de 50 morts et 35 000 déplacés. Nos équipes ont pu se rendre à Johannesburg, dans l'un de ces quartiers. C'est le grand format de ce soir. Il est signé Dominique Derda et Frédéric Ranck. Ici au moins ils n'ont plus rien à craindre. Entre le temple méthodiste et le commissariat de police de Primrose dans la banlieue est de Johannesburg, ils sont un peu plus de 2000 à avoir trouvé refuge. Un repas chaud, un peu de chaleur humaine, quand on a tout perdu c'est déjà pas si mal. L'Afrique du Sud, ils étaient venus y chercher une vie meilleure. Ce soir, demain ou dans quelques jours, tous repartiront dans leur pays natal, au Zimbabwe, au Mozambique, au Malawi. Plus question pour eux de rester ici. J'habite ici depuis 1995. Chaque jour, je mangeais avec mes voisins. On était amis. Et puis un soir, ils m'ont dit « On ne veut plus de vous. Les étrangers dehors. »
Vous voulez rentrer chez vous? Oui, parce que sinon on va mourir ici. À 2 kilomètres à peine, les premières maisons brûlées. C'est dans ce bidonville que vivaient les étrangers de Primrose. Bennett Ricozzo est sud-africain, il appartient à une petite ethnie minoritaire. Il n'a pas participé aux violences, dit-il. En revanche, il a tout vu. Ils ont versé de l'essence sur la maison et puis ils ont jeté une allumette et voilà. Et il y a eu des morts? Oui, 6 personnes sont mortes. 6. Personne évidemment ne reconnaît avoir mis le feu et moins encore avoir tué qui que ce soit. Mais il serait bien difficile de trouver parmi ces Zoulous quiconque pour regretter le départ précipité des immigrés. Bien au contraire. Il y a 15 ans qu'on vit en démocratie et on est toujours aussi pauvre. Il n'y a pas de travail, rien. Même le pain est trop cher. Vous comprenez? Et c'est de la faute des étrangers. Oui. Et pour ça, il faut les tuer? Non, on ne les tue pas, on les chasse. C'est tout. Des pauvres contre des pauvres, et au milieu, la police, l'armée sud-africaine envoyée en renfort, toujours incapable de mettre un terme à ces agressions meurtrières. En 2 semaines, une 50aine de morts, plusieurs centaines de blessés, entre 30 et 40 000 réfugiés. Et ce n'est pas fini. On en a plus qu'assez de ces étrangers. Ils doivent retourner dans leur pays. Ici, c'est l'Afrique du Sud. Pour la première fois, une manifestation contre la xénophobie organisée par les églises et des mouvements pacifistes a réuni plusieurs milliers de personnes dans les rues de Johannesburg. Mais avec un taux de chômage de 30 à 40%, avec une criminalité qui frappe plus durement encore les misérables que la nouvelle bourgeoisie noire, il faudra à l'Afrique du Sud bien plus que des prières et de généreux discours pour surmonter cette crise. Aux États-Unis, la crise qui touche les crédits immobiliers ne cesse de pousser de plus en plus d'Américains à quitter leur maison, obligés de vendre, les remboursements devenant impossibles, une situation qui pousse certains, vous allez le voir, à détruire, à saccager une partie de leurs biens avant de rendre les clés. Reportage Alain de Chalvron et Ariel Monange. Pendant la campagne électorale, les expulsions continuent, occultées par le débat politique. Elles redoublent même, alors que la crise du crédit immobilier touche de plus en plus de monde. À l'américaine, sans sentiment, les déménageurs arrivent, mettent les meubles sur le trottoir et les expulsés n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Quand j'ai appelé la société de crédit, ils m'ont juste dit si vous ne pouvez plus payer, quittez la maison et laissez-nous les clés. Seulement maintenant souffle un vent de révolte. De plus en plus de gens rendent leurs maisons méticuleusement vandalisées. Destruction systématique des murs, des toilettes, des installations électriques, des décorations. On casse la rage au cœur dans un esprit de vengeance. On a trouvé des toilettes détruites à coups de masse. On a vu des gens qui avaient éventré les tuyauteries pour laisser l'eau s'échapper, coupé les conduits d'air conditionné ou arraché les câbles électriques. Et c'est efficace. Ces propriétés vandalisées deviennent invendables, même à prix bradé jusqu'à 50%. Quand je suis rentrée dans la maison, ça sentait trop mauvais. J'ai tourné les talons. De toute manière, je ne voulais pas d'une maison qui puait comme ça. Résultat, les banques qui récupèrent ainsi des maisons saccagées doivent investir des sommes importantes pour les restaurer. Perte d'argent, perte de temps, d'où l'idée d'une prime au bon état. On propose une incitation financière pour que les gens laissent la maison en bon état. C'est-à-dire qu'ils prennent leurs affaires et qu'ils s'en aillent. Ça peut aller de quelques centaines de dollars à 1000 et plus. Mais à aucun moment il ne viendrait à l'idée de quiconque que le plus simple serait peut-être d'éviter les saisies en renégociant par exemple les crédits. Alors, renégocier les crédits n'est pas d'actualité avec nous, Alain de Chalvron. Bonsoir, bonsoir Alain. 2 petites questions ce soir. Ce n'est pas la première fois que l'on parle de ces Américains qui doivent vendre. Tout d'abord, qui sont les victimes et qui sont les responsables de cette situation ? Oh, écoutez, c'est le résultat d'une double inconscience des emprunteurs et des prêteurs. Les prêteurs, des sociétés de crédit pas très reluisantes souvent, ont poussé les gens au crime tout simplement. On les ont poussés à s'endetter encore et encore alors qu'ils n'en avaient pas les moyens. On pouvait acheter 1, voire 2 maisons sans la moindre mise de départ.
Quant aux emprunteurs, ils se sont laissés prendre dans ce tourbillon et ont surtout évité de négliger, je veux dire, de regarder, vous savez, les clauses écrites en tout petit, car la plupart de ces crédits étaient renégociables, passant de 5-6% à 17-18% au bout de 3, 4, 5 ans. Alors, tant que le marché flambait de 15% à 20% par an en moyenne, il n'y avait pas de problème. Les prêteurs étaient toujours assurés de récupérer leurs fonds et les emprunteurs pouvaient toujours vendre leur maison avec bénéfice au moment de la renégociation du crédit et racheter une autre maison. Mais quand les prix ont commencé à s'effondrer, patatras. On estime que cette année, 2 millions de maisons vont être ainsi saisies. Ça veut dire 2 millions de familles, essentiellement classe moyenne inférieure, qui vont se retrouver sur le trottoir. Merci Alain. Autre image du jour, elle nous vient de l'aéroport de Bruxelles où un avion cargo, un Boeing 747, s'est littéralement brisé en deux lors de son décollage. Il n'y avait à bord que les 5 membres d'équipage, aucun n'a été blessé, mais l'un d'eux est tout de même en état de choc, reste maintenant déterminé la raison de ce crash. Le 25 mai est pour les parents d'enfants disparus devenu une date symbolique. Chaque année, ils se retrouvent au Champ de Mars à Paris pour rendre tout simplement hommage aux enfants. L'an dernier en France, 542 mineurs ont disparu de manière inquiétante ou inexpliquée. Et c'est demain que s'ouvre en Belgique le procès d'une affaire qui avait fortement ému le pays. Quelque temps après l'affaire du trou, 2 petites filles de 7 et 10 ans avaient alors disparu en juin 2006 avant d'être retrouvées 3 semaines plus tard, mortes à Liège. Un homme demain sera dans le box des accusés. Retour sur une affaire qui a traumatisé toute une région. Aurélia Guillemin et Jean-Marie Lecartier. Dans le petit square, les enfants ont recommencé à jouer. Les habitants de ce quartier populaire de Liège ont appris à vivre avec le drame. Sur les lieux du souvenir, le temps a terni les petites peluches déposées ici en hommage, mais n'a rien effacé du traumatisme de ceux qui vivent là. J'en ai la chair de poule. Quand on sait qu'on les a trouvés là, c'est quelque chose qui restera à vie jusqu'à temps qu'on est en vie, hein, ça, les petites. Les petites, Nathalie, 11 ans, et Stécie, 7 ans, disparaissent le 10 juin 2006. Encore sous le choc de l'affaire du trou, la Belgique est rattrapée par ces vieux démons et met tout en œuvre pour les retrouver vivantes. C'est une course contre la montre. Si ces fillettes sont en vie, ce que j'espère beaucoup, c'est une course contre la montre. Mais après 3 semaines de recherche, la police découvre 2 cadavres. Les fillettes ont été étranglées, la plus grande violée. La dernière fois qu'on les a vues, elles jouaient ensemble, tout près de ce bar. Ce jour-là, c'est la braderie du quartier. Il est tard, mais tout le monde s'amuse. Les fillettes sont enlevées sans un bruit, sans un cri, sans témoin. La maman de Nathalie était là, mais elle non plus n'a rien vu. Je serai toujours rongée par ça parce que je me sens toujours responsable d'un manque de surveillance à un laps de temps. Et ça, je vivrai toujours avec ça. Abdallah Ait Oud est rapidement arrêté. Ce soir-là, il a abordé plusieurs jeunes filles et des enfants à qui il a proposé d'aller chercher des tortues dans la forêt. Pas de traces ADN pour le confondre, mais des fibres textiles retrouvées sur ses vêtements prouvent qu'il a été en contact direct avec les 2 fillettes. Lui n'a jamais reconnu les faits. Abdallah, est-ce que vous êtes innocent? Oui. Multirécidiviste, Abdallah Ait Oud a déjà été condamné 2 fois pour viol sur mineur. Lors de la précédente affaire, il est jugé irresponsable et interné dans cet hôpital psychiatrique dont il sort au bout de 4 ans. Un psychiatre a estimé qu'il n'était pas fou et qu'il aurait dû être jugé. Oups, on s'est trompé d'orientation, la porte vous est ouverte. Voilà ce qu'on a fait. C'est exactement ça, pile point ça. Aussi simple que vous nous le dites, aussi dramatique. Absurdité de la loi belge de l'époque, Ait Oud n'a plus sa place en psychiatrie mais ne peut plus retourner en prison. Il est donc libéré sans le moindre soin sur l'avis d'un seul expert. Il a lâché dans la nature une grenade dégoupillée. C'est ma fille et sa copine qui ont sauté dessus. Je trouve que c'est tout aussi criminel et donc quelque part je pose la question, est-ce qu'il dort bien? Vous non? Non. Non, ça fait 2 ans que je ne dors pas bien. 2 ans que ce père de famille étudie méticuleusement le dossier. Il veut pouvoir affronter le procès et mettre, comme il dit, un visage sur ses cauchemars. Notre rubrique Mai 68 touche à sa fin avec un retour ce soir sur les grandes grèves et ces hommes qui ont vécu ce mouvement social, d'anciens grévistes qui sont revenus dans l'un des hauts lieux de cette lutte, la gare Saint-Lazare à Paris. Daniel Wolfrom, Bruno Giraudon.
Des souvenirs de grève préservés comme dans un album de famille. Oui, oui, c'est nos souvenirs. La gare vide, ça évidemment, ça c'est bien. Vide, avec 2 collègues. Difficile de remonter le temps. Il y a 40 ans, mai 68, la grève générale, la gare Saint-Lazare vide et un silence de cathédrale. On entendait l'horloge, le tic-tac de l'horloge. Laquelle là? Oui, de la grosse horloge. On l'entendait, et c'est la première fois qu'on entendait ce tic-tac. Les dépôts de la SNCF débrayent un à un. On arrête le travail, comme dans le reste du pays où les usines et les entreprises ferment. Plus personne ne circule, et comme en 1936, on occupe les lieux. Je suis resté 75 heures sans dormir. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on était très peu au début de la grève. On se trouvait à 42. 42 grévistes à bloquer la gare. C'est venu après, petit à petit. Petit à petit, jusqu'à former un chiffre inouï, non égalé depuis. Le 24 mai 1968, on atteint les 10 millions de grévistes. Oui, alors là, c'était une partie de rigolade, quoi. À Paris, les cheminots de Saint-Lazare s'installent dans leur grève. Ils vont tenir 3 semaines grâce au soutien de quelques artistes, vedettes de l'époque. Francis Lemarque qui est venu, qui a eu, disons, à l'entrée une ovation terrible. On renoue avec les grèves de 1936, là. C'est sûr que la culture cheminote passe par là. Les grèves de 1936, on a dansé, on a chanté. Et comme en 1936, la même hantise. L'incursion dans la gare de groupes de tous bords venus de l'extérieur. C'est contre l'extrême droite, ça, hein? Oui, 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 oui. Oh, et puis aussi les gauchistes avec plusieurs appellations. Hein, on va faire leur procès là. Mais entre-temps, patronat et syndicats signent les accords de Grenelle. Le SMIC augmente de 30%. Pour les cheminots de Saint-Lazare, c'est une belle victoire. On a eu de très bonnes avancées. Par exemple, les congés sont passés de 26 jours à 28 jours. Des augmentations de salaire de 10 à 16%. On ne reconnaît plus rien, c'est terminé. Il y avait des superbes grilles. Plus de grilles, mais une cour de gare transformée en œuvre d'art, avec sa statue faite d'horloge, comme pour retrouver un passé. Mai 68, il y a 40 ans déjà. Beaucoup de sport ce week-end avec tout d'abord le premier jour de Roland-Garros avec déjà des adieux, ceux du Brésilien Gustavo Kuerten qui avait remporté à 3 reprises l'Open de Paris. Il est tombé face au Français Paul-Henri Mathieu. Reportage Nathanaël de Rinxin et Bruno Vignier aujourd'hui. Il régnait comme un air de samba cet après-midi à Roland-Garros. Les spécialistes appellent ça l'effet Kuerten, du nom de ce champion brésilien vainqueur du tournoi à 3 reprises et qui repasse par Paris une dernière fois avant de quitter le tennis. Kuerten, c'est l'honneur du Brésil. Vous comprenez? On l'aime. Tout à l'heure, avant de rentrer sur le central, Gustavo Kuerten est allé s'échauffer sur un petit cours du stade. Pour le plus grand bonheur des supporters français, ravis de le voir jouer et ravis de pouvoir l'approcher. Autographe, photo, sourire, Kuerten ne refuse jamais rien à son public. C'est bon? Qu'est-ce que vous pensez du public français? Merveilleux. Pour moi, c'est toujours un grand plaisir de me retrouver ici. Ça va me manquer de ne plus venir jouer à Roland-Garros. Mais attendez, ce n'est pas encore fini. Malheureusement pour lui, Paul-Henri Mathieu, son adversaire du jour, affiche une forme éblouissante et une santé éclatante. Avec sa hanche récalcitrante et ses 31 ans, Guga montre au public qu'il a encore de très beaux restes, mais certainement pas assez pour inquiéter le 19e joueur mondial. Toujours plein d'humour, le Brésilien a bien tenté d'étrangler le Français. Mais après 3-7, Kuerten s'incline logiquement. 11 ans après son premier titre, le Brésilien quitte Roland-Garros en larmes et en français. Ici, pour moi, c'est ma vie, ma passion, mon amour. Et Roland-Garros, c'est tout de fait. Après l'ovation du public, Kuerten reçoit les félicitations des joueurs qui l'attendaient dans les vestiaires du central. Pour la dernière fois. Alors, qualification aujourd'hui de Djokovic, de Nalbandian chez les hommes et chez les femmes d'Ivanovic. Et on va prendre tout de suite la direction de la Porte de Saint-Cloud à Paris. On retrouve notre consultant Patrice Dominguez. Bonsoir Patrice. Alors, c'est parti pour la quinzaine. On connaît les favoris, Nadal, Federer. Quels sont les outsiders chez les hommes et chez les femmes?
Il y en a deux de plus chez les hommes, c'est ceux qui faisaient partie avec Nadal et Federer l'année dernière du dernier carré, en l'occurrence le Serbe Djokovic qui a gagné aujourd'hui, et puis le Russe Nikolai Davydenko, tous les quatre. C'est-à-dire les 4 meilleurs joueurs du monde étaient en demi-finale l'année dernière. Mais Roland Garros, c'est un tournoi sur 15 jours avec beaucoup d'efforts à fournir. Il y a toujours quelques surprises. Il y a l'Argentin David Nalbandian. Et puis on l'espère toujours, il y aura peut-être un Français qui créera un exploit et qui se hissera jusqu'à la deuxième semaine. Alors justement, un mot des Français. Tsonga blessé, Gasquet fragile depuis le début de la saison. Et puis Amélie Mauresmo diminué. C'est attention, danger plutôt. Il y a du danger pour les Français et les Françaises. Ce soir, on a eu une belle satisfaction avec la qualification d'Alizé Cornet, qui représente l'une des plus belles chances. Amélie Mauresmo jouera demain. Finalement, elle vient dans un nouvel état d'esprit parce qu'elle n'est plus dans une position de favorite. Elle n'a plus à prouver qu'elle est la meilleure joueuse du monde ici. Elle a connu pas mal de galères depuis 1 an et demi. Donc elle va, je l'espère, entrer sur le court davantage libérée. Et j'espère surtout que le public ne viendra pas pour la juger comme les années précédentes, mais pour la soutenir. Sa carrière le mérite. Je pense que l'exemple de Guga devrait inspirer le public de demain. Et puis il y a Marion Bartoli, il y en a d'autres qui peuvent s'illustrer et aller jusqu'en deuxième semaine également. Merci Patrice et bonne quinzaine. Le championnat de Ligue 1 terminé, la Coupe de France pliée. Les Lyonnais sélectionnés viennent de rejoindre les Bleus en stage à Tignes car la saison de football n'est pas terminée. Objectif, l'Euro maintenant qui commencera le 7 juin en Suisse et en Autriche. Reportage sur place à Tignes. Manuel Tissier, André Germain. L'air pur de la montagne est un compagnon fidèle des footballeurs français. Chaque compétition majeure attire depuis 10 ans des dizaines de spectateurs dans une station ouverte exclusivement aux Bleus et à leurs suiveurs. Un moment de détente et de partage avant le début des hostilités. Ça me fait un peu drôle de les voir comme ça, quoi. J'aimerais bien avoir un autographe, quoi. Mais puisqu'on peut pas, je vais pas leur demander, quoi. Je vais pas les déranger en plein boulot, quoi. Cette année, une menace plane pourtant au-dessus du glacier. Dans 3 jours, Raymond Domenech doit annoncer à 7 joueurs qu'ils ne poursuivront pas l'aventure de l'Euro, une perspective qui n'a pas l'air de gâter l'ambiance. On n'y pense même pas parce qu'on est arrivé, on a commencé à chambrer, il y a une bonne atmosphère, donc je pense que ça sera la veille où Raymond Domenech va annoncer ça, que peut-être que là, il y aura un peu plus de pression. Les sélectionneurs français, et surtout Roger Lemaire, ont toujours été accueillis comme des princes en Haute-Tarentaise. C'est Aimé Jacquet en 97 qui avait lancé ces stages conviviaux et ludiques. À l'époque, les Bleus étaient plus accessibles. Mais en 2006, Domenech a choisi de souder son équipe sur le glacier, loin des caméras. Et cette année, les familles n'ont pas été conviées, car le sélectionneur va annoncer à 7 joueurs une mauvaise nouvelle. Ça sera un peu comme un accident de la circulation. Ça va tomber et puis ça arrivera là. Ce soir, avec l'arrivée des Lyonnais, le groupe sera au complet. Bien sûr, les 30 joueurs ne partent pas sur la même ligne. Sous la pluie de Tignes, ils peuvent encore tous espérer un seul homme à les clés de leur avenir. Une image enfin du Grand Prix de Monaco, un Grand Prix émaillé par de nombreux accidents spectaculaires. Mais la victoire est revenue au Britannique Lewis Hamilton sur McLaren Mercedes. Il reprend grâce à cette victoire la première place au classement des pilotes à Kimi Raikkonen qui s'est classé 9e seulement aujourd'hui. Et on reste sur la Côte d'Azur pour aller à Cannes pour découvrir le palmarès du festival. Qui a remporté la palme? Eh bien, c'est le film Entre les murs, film français de Laurent Cantet. Cela faisait 21 ans que le cinéma français n'avait pas reçu ce prix. Avant de retrouver toute l'équipe du film, on fait tout de suite le premier bilan avec Emmanuel Lambert et Guillaume Michel. Énorme surprise, du chahut au Festival de Cannes. Forcément, Laurent Cantet et toute sa classe de 4e sont là. Le réalisateur français reçoit la Palme d'Or pour Entre les murs, un film exceptionnel, selon Sean Penn. Aller voir ma mère, j'aurais fallu que je sois fus. Bah ouais, c'est dans le Moyen-Âge ça. Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Autre récompense, elle était attendue, prix d'interprétation masculine pour l'acteur Benicio del Toro. C'est lui qui incarne le Che, avec brio. ¿Piensas quedarte en Cuba cuando triunfe la revolución? Tengo mi esposa y a mi hija en México y tengo que tenerlas en cuenta. Les frères Dardenne, toujours gâtés à Cannes, 2 fois Palme d'Or, ils se sont vus décerner le prix du meilleur scénario pour Le silence de Lorna. La France encore à l'honneur, Catherine Deneuve reçoit un prix spécial pour son rôle dans le film Un conte de Noël et pour l'ensemble de sa carrière. Je suis heureuse de pouvoir faire encore aujourd'hui des films comme celui-là,
avec tant d'énergie, d'intelligence, de sensibilité. Une palme d'or française, plus de 20 ans que l'on attendait ça. Élégance et diversité, le Festival de Cannes a tenu toutes ses promesses. C'est désormais le clap de fin, mais pas pour le 7e art qui, lui, est éternel. Voilà, et les choses se sont donc précipitées à Cannes avec nous ce soir, toute l'équipe d'Entre les Murs. Le film Palme d'Or de Laurent Canté, il s'appelle Juliette, Esmeralda, Souleymane, ce sont les élèves du collège Françoise Dolto, situé dans le 20e arrondissement de Paris, qui incarnent les personnages de ce film, donc primé ce soir. Bonsoir à tous. La première question est à vous, Laurent Canté. C'était déjà du bonheur d'être à Cannes, alors quel est le sentiment qui vous traverse depuis, on va dire, quelques minutes ? Bah oui, effectivement, c'était déjà du bonheur d'être ici. Pour le moment, je suis encore un petit peu sur un nuage, j'ai pas encore tout à fait réalisé. Je sais que le bonheur aussi, c'est de le partager avec tout le monde ici. Et je pense que dans un petit moment, on comprendra mieux ce qui nous arrive, mais non, je suis très très heureux. Alors juste pour les téléspectateurs, comment vous définiriez votre film? C'est un film à la fois un peu documentaire tout de même. Je dirais que c'est un film documenté. Un film qui raconte une histoire, qui est une vraie fiction, mais cette fiction se situe dans le cadre de l'école et essaye de restituer une réalité très compliquée qu'est l'école, quoi. Un film inspiré d'un livre de François Brégodeau qui est à côté de vous, je crois, et qui joue son propre rôle. Quelle est votre émotion ce soir, François Brégodeau ? Je suis évidemment ému et content. Je suis surtout content pour les 25 loulous qui sont derrière moi, là, et puis pour Laurent, parce que non seulement c'est un grand cinéaste, mais c'est aussi quelqu'un qui est très humain et qui est très agréable à fréquenter. Vraiment, ça fait plaisir. Le dernier Français qui a eu la palme, c'est Piala, et je crois que on se situe un peu dans cette famille-là, toute proportion gardée. Donc vraiment, tout est formidable dans cette affaire. Alors comment avez-vous sélectionné ces enfants qui vous entourent, et j'espère qu'on va pouvoir les entendre? En fait, c'est eux qui se sont choisis. On a animé pendant un moment un atelier d'improvisation au collège Françoise Dolto à Paris, et puis ils sont venus volontairement s'amuser, j'espère, pendant quelques heures tous les mercredis après-midi. Un certain nombre sont restés jusqu'au bout et en fait ils sont restés si longtemps qu'ils sont derrière moi aujourd'hui, quoi. Alors justement, je voudrais en entendre un s'ils nous entendent. C'est pour vous une aventure formidable, j'imagine. Est-ce que certains rêvent maintenant d'une carrière plus longue au cinéma? Qui va répondre? Oui. En fait, ouais, ça pourrait marcher, mais moi j'ai déjà été repéré ici par la maman de Louise, que je remercie. Et si ça peut continuer, pourquoi pas? Ça peut être une vocation. Alors est-ce qu'il a été dur avec vous, Laurent Canté? Pas trop stressé sur le tournage? Non, pas trop. Alors qu'est-ce qui répond? Non. Non, il n'a pas été très dur, non. Alors il y a une petite rupture de faisceau apparemment. On ne vous voit plus, on ne vous retrouve plus à Cannes. Bon ben voilà, en tout cas, merci à vous tous. Et puis je souligne bien évidemment qu'on est très heureux à France 2 parce que ce film, La Palme d'Or, ce soir, est un film produit par France 2. Mais il faudra attendre le 15 octobre, je crois, pour voir le film puisqu'il sortira à ce moment-là sur les écrans. Voilà pour l'essentiel de l'information de cette fin de week-end. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. La météo, c'est avec Isabelle Martinet. Puis 20h55 du cinéma avec Le Petit Lieutenant et Nathalie Baye. Demain, l'information à 13h, c'est avec Olivier Galzi. 20h, David Pujadas. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis on se quitte sur un extrait justement de ce film primé ce soir. Entre les murs, film effectivement Palme d'Or au Festival de Cannes. Un film France 2. Voilà.